Bienvenue dans 36-9. Un homme qui perd ses cheveux avec l'âge, c'est une fatalité qui n'a rien d'inquiétant en termes de santé. L'alopécie androgénétique, du nom scientifique de la forme la plus courante de calvitie, touche 4 hommes sur 5. Il n'y a encore pas si longtemps, un crâne plus ou moins dégarni était synonyme de maturité, voire même de virilité. Parce qu'une croyance très répandue veut que les hommes chauves aient un taux de testostérone particulièrement élevé. Mais on va voir que c'est un mythe, que l'explication biologique est plus complexe et qu'il faut se méfier de certains médicaments contre la calvitie. Chez les individus masculins, la chute de cheveux n'est généralement pas liée à un dérèglement hormonal. Chez la femme, en revanche, l'alopécie peut être le symptôme d'une maladie parfois grave. Un reportage signé Alain Orange avec Patrick Mounou. Eh oui, bien forcé de l'admettre, depuis quelque temps là-haut, un trou se creuse. Bon, je ne suis pas le seul, 50% des femmes et 80% des hommes sont confrontés à une perte de cheveux au cours de leur vie. Et ça commence tôt, dès la trentaine, voire à la puberté. Les réseaux sociaux sont remplis de témoignages d'hommes souvent jeunes, avec une chevelure tout à fait acceptable, mais très préoccupés par l'état de leur précieux scalp. Vous allez comprendre. Sur le côté un petit peu. Vous êtes parfait, regarde la caméra. Il y a une tendance qui s'est instaurée depuis effectivement 3-4 ans. On ouvre les réseaux sociaux, on a ces piqûres de rappel où ah tiens, un implant capillaire ici, une intervention chirurgicale là, ça devient une source d'interrogation finalement. Michael a 30 ans et cela fait une bonne dizaine d'années qu'il est actif sur les réseaux sociaux. Ses 120 000 followers lui assurent une belle visibilité. Cela lui permet d'observer régulièrement la pression du zéro défaut qui règne sur Instagram. Il faut avoir des cheveux parfaits, des dents parfaites, vraiment ce phénomène de société qu'on a aujourd'hui. Et on arrive à un stade où, si je caricature la chose, c'est ok, si tu n'as pas des cheveux au top, tu rentres pas dans les cases et vulgairement dit, tu es un loser. Problème réel ou supposé, ses cheveux en recul sur le front ont suffi à lui attirer des remarques peu amènes. C'était il y a 8 ans en arrière environ. Un photographe était très insistant sur le fait de dire que mon front ressemblait à un aéroport. Enfin, c'était drôle les premières fois, mais je trouve, voilà, à titre personnel, que j'ai une implantation capillaire qui est assez élevée. Puis du coup, voilà, ça fait un front qui peut sembler un peu imposant comme ça. Donc, je me pose la question de faire une intervention chirurgicale, mais j'en suis pas convaincu à me dire oui, je vais y aller. Et je suis pas non plus catégorique à dire non, je vais pas le faire. Voilà. Difficile de prendre de la distance quand en quelques clics, on tombe sur des forums qui pullulent de témoignages angoissés. J'ai 28 ans et depuis quelques mois, je m'interroge sur un début de calvitie. 22 ans, début de calvitie, je suis finito. Calvitie, ça y est. On peut commencer à plaire aux filles avec une calvitie ou c'est toujours mort? Si la calvitie existe, c'est que Dieu n'existe pas. J'ai l'impression vraiment que c'est la période clé. Trentaine, ok, on va rattaquer les 10 prochaines années avec un nouveau look, une nouvelle confiance en soi, et puis ça passera par les implants capillaires coûte que coûte, quoi. Sur 10 amis, j'en ai peut-être 3-4 qui ont fait le pas quand même. Pour saisir le mécanisme qui mène à l'alopécie, il faut d'abord comprendre que nos cheveux ont un cycle de vie bien précis. Il se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, la phase de croissance ou phase anagène. Elle dure de 2 à 3 ans chez l'homme et jusqu'à 5 ans chez la femme. Elle est suivie d'une période de repos très brève ou phase catagène, 2 à 3 semaines. Enfin, vient la phase télogène d'environ 3 mois. Le cheveu se détache du follicule pileux et tombe sous la poussée d'un nouveau cheveu. Le cycle recommence. Comme on ne perd qu'une cinquantaine de cheveux par jour sur les 100 à 150 000 qui garnissent notre crâne, ces chutes suivies de repousses passent totalement inaperçues. Mais cette belle mécanique peut se détraquer sous l'action d'une hormone typiquement mâle, la testostérone. Au niveau des follicules pileux, il y a des récepteurs aux hormones masculines et localement, cette testostérone, par un enzyme qui s'appelle 5-alpha-réductase, elle est convertie à une hormone plus puissante qui s'appelle dihydrotestostérone.
Et selon ce que nous connaissons actuellement, la dihydrotestostérone, elle peut impacter les rythmes de renouvellement des poils et ça peut contribuer à l'alopécie androgénétique. Reprenons. À la racine du cheveu, l'enzyme 5-alpha-réductase convertit la testostérone en dihydrotestostérone. Cette forme plus musclée de l'hormone a la capacité d'accélérer le cycle de croissance du cheveu. La machine s'emballe. Le cheveu n'a plus le temps d'arriver à maturité. Il se transforme en simple duvet, qui tombe trop rapidement pour céder la place à une nouvelle pousse. Finalement, le follicule pileux peut s'épuiser au point de mourir. Le cheveu disparaît alors totalement. C'est la calvitie. Chez les personnes victimes de ce mécanisme, on constate une concentration plus forte de la dihydrotestostérone, mais uniquement à la racine du cheveu. Les taux de testostérone dans les sang sont similaires aux hommes qui n'ont pas une calvitie. C'est vraiment un dérèglement hormonal localisé au niveau du cuir chevelu. Dans le peu d'études qu'on a à disposition, il semble que localement, au niveau des follicules pileux, il y a une activité de l'enzyme effectivement augmentée, mais nous avons aussi l'impression qu'il y a aussi une prédisposition que les follicules pileux sont plus sensibles. Et là, probablement, ça entre un peu la côté génétique, la côté familial. Car il y a une forte composante héréditaire dans l'alopécie. Des hommes au crâne dégarni dans la famille, du côté paternel ou maternel, cela prédispose à devenir chauve soi-même. Ce facteur a surtout été étudié du côté paternel. Il semble que d'avoir le père qui a une calvitie, ça augmente notre risque de développer une alopécie androgénétique d'environ 5 fois. Mais il n'y a pas non plus une règle absolue. On ne comprend pas entièrement la façon avec laquelle cette prédisposition elle passe d'une génération à l'autre. Donc, si mon père a perdu ses cheveux, ça ne me condamne pas forcément à les perdre moi-même. Ça ne vous condamne pas forcément, mais ça augmente la probabilité que vous développez ça. Mais on ne sait pas si ça sera au même âge que votre père, plus tôt, plus tard. Là, il y a l'environnement aussi. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer un rôle. Pour Michael, ces antécédents familiaux sont une source supplémentaire d'inquiétude. J'ai mon père aussi qui est très marqué, qui a aussi un début de calvitie, et puis j'ai aussi la partie grands-parents, autant paternels que maternels, qui étaient dégarnis également. Donc oui, il y a aussi ces questions-là qui viennent à dire, oula, qu'est-ce qui m'attend sur les prochaines années? Flamme, 3, 5. Et si la solution, c'était de prendre de la distance? 4. Maintenant, je vais vous demander, ça part de Michael, tu fais un mouvement, ok? Donc un mouvement, on s'arrête, tu reprends exactement au même endroit et tu inities un mouvement, ok? À côté de sa carrière d'influenceur, Michael suit des cours pour devenir acteur. Une quête de l'authenticité, l'expression de l'être plutôt que du paraître. Le corps, c'est pas juste le haut du corps. C'est pas avec un compte Instagram qu'on peut prouver quelque chose ici sur le plateau. Là, c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est vraiment l'endroit où j'essaie de déconstruire ce côté cliché, lisse, très lisse, que j'ai mis en avant sur les réseaux sociaux durant pas mal d'années. C'est vraiment le mouvement, le corps en soi, sans s'inquiéter de cheveux, de la barbe, que sais-je. Vraiment, ça, c'est vraiment secondaire. On ne l'aborde même pas à ce point ici. Vraiment. Pour Michael, une des options serait maintenant d'accepter son alopécie. Mais beaucoup d'autres ne sont pas prêts à se faire une raison. Les hôpitaux universitaires de Genève voient défiler de plus en plus de jeunes hommes pour une consultation de trichologie. C'est comme ça qu'on appelle la science du cheveu. C'est une spécialité en plein essor et elle passionne une jeune dermatologue qui exerce ici. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? L'alopécie androgénétique, c'est un domaine très fascinant et complexe qui est en continue évolution. Et surtout, la trichologie m'intéresse parce que c'est quelque chose qui combine la dermatologie, la médecine et la psychologie. Et c'est cette combinaison qui me passionne particulièrement. Il existe 2 traitements à l'efficacité reconnue. Premièrement, le minoxidil, un vasodilatateur aussi utilisé contre l'hypertension.
Appliqué sous forme de spray sur les zones concernées, il améliore la microcirculation à la racine des cheveux. Avec des mécanismes inconnus encore, il favorise la phase de croissance des cheveux. Du coup, on a une réduction de la chute des cheveux et une repousse partielle des cheveux. Ce type de repousse est attendu entre 4 et 8 mois à partir de l'utilisation. Il faut l'utiliser quotidiennement et il faut être patient. Patient et persévérant, car l'effet cesse quand on interrompt le traitement. Traitement au cours duquel on peut aussi ressentir des brûlures ou des démangeaisons. Et puis, mieux vaut bien protéger son visage au moment de sprayer. Donc on peut avoir des cheveux qui poussent... Oui, sur le visage, sur les côtés, sur les joues. S'il y a une contaminaison avec les produits. Okay. Mais qui ne sont pas de la barbe? Non, qui ne sont pas de la barbe, ils sont vraiment des cheveux. Deuxième médicament reconnu, le finastéride, déjà utilisé pour des traitements de la prostate. Administré sous forme de comprimé ou plus rarement de spray, il inhibe l'enzyme 5-alpha-réductase, empêchant la testostérone de se transformer en dihydrotestostérone. Avec cette inhibition, on a une réduction de 60-70% de la concentration de cette hormone au niveau du sang sur les cuirs chevelus. On voit une repousse des cheveux, une réduction de la progression de l'alopécie androgénétique. Le problème, ce sont les risques d'effets secondaires sévères. D'un côté, des dysfonctions sexuelles, baisse de libido, troubles de l'érection et de l'éjaculation, susceptibles de perdurer après l'arrêt du traitement. Ce qui fait un peu plus peur, c'est les troubles de la sphère sexuelle. Quand on explique bien les effets collatéraux, il y a quand même un bon tiers des patients qui décident de ne pas la prendre. Mais la liste ne s'arrête pas là. S'y ajoutent des risques de troubles psychiques, anxiété, dépression et même pensées suicidaires. Ce dernier point a décidé l'Agence européenne des médicaments à entamer un examen de sécurité du finastéride. Une procédure toujours en cours au moment de notre tournage. Ça nous interpelle parce que quand même on doit bien évaluer avec les patients s'il a des antécédents dépressifs. Ça nous fait penser un peu plus quand on prescrit les médicaments. Mais vous continuez à le prescrire? Oui, quand même. Ça dépend du patient. Chez Swissmedic, l'autorité de contrôle des médicaments, on attend les résultats de l'évaluation européenne avant de réagir. Ces risques d'effets indésirables psychiques et sexuels rares ont été intégrés dans les informations sur les médicaments. Les médecins doivent peser individuellement avec leurs patients les risques et les bénéfices. Swissmedic prendra des mesures supplémentaires si cela s'avère nécessaire pour la sécurité des patients. En France, les autorités sanitaires alertent de manière beaucoup plus active les patients et les soignants sur les risques liés au finastéride. Et la revue médicale Prescrire l'a même inscrit sur sa liste des médicaments à écarter. Pourquoi ou au nom de quels critères? On va leur poser la question. Depuis un demi-siècle, Prescrire est une revue française de référence, reconnue pour son indépendance totale vis-à-vis des différents lobbies de la santé. L'idée, c'est que pour le numéro 500, on fasse une couverture qui représente bien ce qu'est Prescrire. Prescrire n'accepte aucune subvention ni publicité. Le financement est intégralement assuré par ses 23 000 abonnés. Et ce qui fait la force et la fiabilité de Prescrire, oui. Médicaments, le soin, ta carte est libre, il faut profiter. Chaque année, la revue publie en accès libre une liste de médicaments à écarter pour mieux soigner. Comprenez des médicaments dont les bénéfices sont jugés moins importants que les risques qu'ils font courir. On ne dispense pas une opinion, mais on analyse les données disponibles. Est-ce qu'ils ont un intérêt thérapeutique? À quels effets indésirables ils exposent? De quelles données on dispose? Quelles données manquent? Et à partir de cette compilation d'informations, on émet des avis. Depuis plusieurs années, le finastéride figure en bonne place sur cette liste des médicaments à écarter.
Les études ont montré qu'en fait, au mieux, le finastéride augmentait de 10% la densité des cheveux sur le sommet du crâne, et ce, uniquement pendant la durée du traitement. Mais derrière, il peut y avoir une réelle souffrance liée aux troubles auxquels expose ce médicament. Souffrance liée à des troubles sexuels, souffrance liée à des troubles dépressifs, souffrance liée à des idées suicidaires, voire des passages à l'acte. Donc, au vu du peu d'efficacité qu'il y a à en attendre, les risques nous semblent totalement disproportionnés. C'est pour ça qu'on l'inscrit sur la liste des médicaments à écarter. Prescrire n'est pas seul à tirer la sonnette d'alarme. Depuis 2019, l'Agence française du médicament multiplie les informations et les mises en garde pour les médecins comme pour les patients. C'est bien, mais encore insuffisant selon Prescrire. Tant qu'un médicament est toujours sur le marché, il est prescrit. Donc, potentiellement, des patients vont être exposés à ces effets indésirables graves. Donc, pour nous, la solution qui protégerait le mieux les personnes, ce serait que le médicament soit retiré du marché. En l'absence d'un traitement médicamenteux sûr et efficace contre l'alopécie androgénétique, il n'y a pas beaucoup de solutions.